Pourquoi est-ce qu'on fait parfois le mal sans aucune raison? C'est une question qui hante l'humanité depuis toujours, on s'entend. On a tous, à un moment donné, ressenti cette petite impulsion bizarre de briser une règle. Pas pour gagner de l'argent, pas parce qu'on en avait besoin, mais juste pour le gros frisson de la transgression. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette envie de faire le mal, juste pour le fun de faire le mal? C'est un des mystères les plus profonds du comportement humain, un truc qui a obsédé les plus grands esprits bien avant l'arrivée de la psychologie moderne. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va pas regarder une étude clinique super récente ou des statistiques ennuyeuses. Non, on remonte le temps pour se pencher sur une étude de cas psychologique d'une profondeur juste incroyable qui parle directement de la rébellion adolescente et de la psychologie humaine de base. Concentrons-nous vraiment là-dessus, le fameux livre deuxième. Notre source pour cette analyse, elle est d'historique. C'est le livre Les Confessions de Saint-Augustin. Ça a été écrit à la fin du 4e siècle. Et comme je disais, on va se concentrer exclusivement sur le livre deuxième. Faut bien comprendre un truc. C'est pas juste un vieux manuscrit poussiéreux. C'est carrément considéré comme la toute première véritable autobiographie introspective en Occident. Un texte de plus de 1600 ans qui contient des observations tellement modernes sur l'angoisse des ados, la pression du groupe, la soif de se rebeller. C'est une fenêtre directe, sans aucun filtre, sur l'esprit d'un jeune homme, analysé par lui-même des années plus tard avec une précision chirurgicale. Alors, pour notre petite enquête philosophique, on va suivre un plan super simple. On commence par les tumultes de la jeunesse, ensuite l'éducation mondaine aveugle, puis on arrive au fameux vol des poires. Après ça, on va analyser l'idée du mal pour le mal et on termine avec le piège de la complicité. Première étape de notre analyse, les tumultes de la jeunesse. Le chaos intérieur, quoi. L'auteur documente ici un truc super universel, ce moment charnière où l'enfance disparaît pour laisser place à, un vrai chaos intérieur. Écoutez cette citation tirée directement du texte. « Le bouillonnement de ma puberté, elles en nuageaient et offusquaient mon cœur. » C'est super poétique, mais c'est surtout d'une précision clinique. Augustin explique en long et en large comment les adultes autour de lui étaient juste incapables de faire la différence entre l'amour pur et la simple luxure d'adolescent. Les changements physiques, les émotions intenses, ça crée un brouillard total dans la tête d'un jeune de 16 ans. Ce brouillonnement vient tout embrouiller, l'esprit perd complètement ses repères, balayé par des forces nouvelles qui sont juste écrasantes. La chronologie de sa 16e année, c'est vraiment la clé pour comprendre toute cette turbulence. Après avoir fini ses études à Madar, une ville voisine super imprégnée de culture païenne et distraction, il y a un moment de pause. Ses parents devraient amasser des fonds pour l'envoyer étudier à Carthage. Le résultat? Une année de repos, de dangereux repos, dans sa ville natale de Tagaste. Et c'est cette période-là, cette oisiveté, ce vide absolu dans l'horaire d'un ado qui bouillonne d'énergie, qui va briser son rythme. Ça devient littéralement le terreau parfait où les mauvaises habitudes vont pousser pour mener, inévitablement, à son célèbre larcet. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Une éducation mondaine aveugle et bien sûr l'ambition parentale. Cette situation illustre brillamment une fracture ultra classique entre l'adolescent et les adultes. D'un côté, on a ce tumulte intérieur, le jeune homme complètement englouti par ses passions, ses désirs, qui navigue dans la confusion totale. Et de l'autre côté, l'ambition des parents. Le livre deuxième nous donne des détails vraiment poignants sur son père, Patricius. Honnêtement, il s'en moquait éperdument de la morale de son fils tant qu'il devenait un orateur éloquent. Les adultes ne voyaient que la surface, le succès extérieur. Il fallait qu'il maîtrise la rhétorique pour s'assurer un prestige en société. C'est d'une ironie tragique, non? Une obsession totale pour le succès public, pendant que la boussole morale du jeune partait complètement en vrille en privé, dans l'indifférence générale. Ce manque cruel de repères moraux, mélangé à une tonne de liberté soudaine, ça a créé ce que le texte appelle un épais brouillard qui cachait la lumière. Et attention, ce brouillard-là, c'était pas juste une belle image pour Augustin. C'était une vraie cécité spirituelle. L'absence de limite claire a littéralement aveuglé notre ado, à un point tel que le mal ne lui paraissait même plus comme un truc à fuir, mais comme quelque chose d'excitant. Il n'arrivait plus du tout à voir la vérité ou à capter les conséquences de ses actes, complètement abandonné à lui-même dans cette brume toxique. Troisième partie, et c'est là qu'on arrive au cœur de l'histoire, le célèbre vol des poires. Un vol historique. C'est exactement dans ce brouillard mental qu'arrive un événement qui, honnêtement, a l'air super banal au premier coup d'œil, mais qui cache un vrai gouffre psychologique, le vol d'un poirier. Le texte met la table avec une introspection qui frappe fort. « Oh, mon larcin, crime nocturne de mes 16 ans. » Faut réaliser que ce ne sont pas les mots d'un criminel endurci, là. Ce sont les mots d'un esprit extrêmement brillant qui, devenu adulte, décortique cette nuit-là en particulier. Le simple fait de se rappeler cette nuit obscure, c'est le point de départ de toute la réflexion métaphysique hallucinante qui va suivre.
Quand on regarde l'anatomie de ce vol, c'est tellement absurde que ça en est fascinant. Imaginez un peu la scène, un groupe de jeunes désœuvrés qui traînent super tard dans la nuit noire. Ils repèrent un poirier plein de fruits près de leur vigne et se mettent à secouer l'arbre avec une énergie de fou. Ils ramassent des tonnes de ces poires. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce butin massif? Ils le jettent aux cochons. Ils en croquent peut-être une ou deux en passant, mais c'est tout. Le but, c'était absolument pas de se nourrir. Tout cet effort physique intense, c'était uniquement pour détruire, pour gaspiller. Ça met vraiment en lumière à quel point l'action était irrationnelle. Alors, ça nous pousse vers notre 4e point, le mal pour le mal. On va analyser un peu cette fameuse action. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Augustin mène une enquête logique hyper rigoureuse en procédant par élimination. Est-ce qu'il était motivé par la faim? Non. Le texte est super clair là-dessus. Il avait des fruits 1000 fois meilleurs chez lui. Est-ce que c'était pour la beauté des poires volées? Encore non. Il avoue direct qu'elles n'étaient même pas belles. Est-ce que c'était pour revendre le butin et faire de l'argent? Évidemment que non, vu qu'ils ont tout balancé au pourceau. Bref, tous les motifs criminels traditionnels et rationnels qu'on connaît, ils sont juste absents de l'équation. Zéro. Et ce petit jeu d'élimination nous amène à une conclusion psychologique assez brutale. Écoutez bien ça. Je n'ai aimé rien d'autre que le larcin. Ce n'était pas le fruit, c'était pas le besoin. Le seul et unique prix de cette sortie nocturne, c'était le frisson pur, la montée d'adrénaline de briser les règles. La saveur délicieuse de cet acte, c'était l'iniquité elle-même. C'est l'amour du mal pour le mal, pur et dur. C'est une grosse zone d'ombre de notre psyché humaine qui est exposée ici, avec une honnêteté qui désarme, on va se le dire. Le point clé ici, c'est vraiment cette différence entre les motifs classiques qu'on connaît tous, comme chercher la richesse, se venger ou être attiré par la beauté, et le motif d'Augustin. C'est là que la philosophie du livre 2e donne carrément le vertige. Pourquoi est-ce que transgresser, c'est une illusion de liberté? En fait, Augustin explique que faire ce qui est interdit sans aucune raison rationnelle, c'est une façon hyper orgueilleuse d'imiter la toute-puissance divine. En faisant ça, l'être humain essaie de devenir le seul maître de ses propres lois. C'est l'attrait d'une fausse liberté. C'est agir comme un prisonnier qui casse ses chaînes, pas pour s'évader, mais juste pour prouver qu'il a le pouvoir de les casser. On mime la toute-puissance par le péché juste parce que c'est défendu. 5e et dernière partie de notre analyse, le piège de la complicité. La force redoutable du groupe. La complicité s'est décortiquée de manière assez saisissante dans le texte. C'est quoi au juste? C'est le péché commis en gang. Souvent, la solitude agit comme un gros frein moral. Mais ici, le groupe sert de catalyseur toxique. Le simple fait d'être avec d'autres personnes, ça vient complètement désactiver la boussole interne de l'ado, et ça agit comme un accélérateur dangereux. C'est un phénomène où l'individu est galvanisé par le regard de ses pairs. L'anonymat de la gang allume une convoitise qui n'aurait jamais, au grand jamais existé s'il avait été tout seul. L'auteur ne passe pas par quatre chemins. Il le déclare carrément « Je ne l'aurais assurément pas commis tout seul ». Cette phrase-là, c'est vraiment le noyau dur de toute cette section. L'isolement, ça aurait été une barrière infranchissable. Le livre 2e met en lumière un truc super important. C'est l'anticipation de rire ensemble, l'envie de faire marrer les amis avec une mauvaise blague, qui était le vrai moteur derrière toute l'entreprise. Sans ce public formé par ses chums, l'acte d'aller voler ces vieilles poires laides pour les jeter aux cochons n'aurait eu absolument aucun attrait. L'individu rationnel prend le bord et c'est l'énergie destructrice de la meute qui prend toute la place. Le récit met le doigt sur des mécanismes super précis de la psychologie de groupe. Il y a ce qu'il appelle le frottement des âmes. C'est cette excitation collective, cette surenchère constante où tout le monde s'entretient mutuellement à faire des conneries. Et puis, il y a cette dynamique fascinante, mais complètement folle, la peur de passer pour innocent. Le texte insiste sur cette absurdité terrifiante. Parmi ces jeunes, on a peur d'être jugé lâche ou peureux si on n'embarque pas. On finit presque par avoir honte de ne pas être assez coupable. Pour pas paraître lâche aux yeux du groupe, on se fait complice de force. Et ça nous amène à la leçon essentielle de toute cette exploration. Prenons un petit instant pour y réfléchir. Le mal en soi, l'objet volé, n'était absolument rien. Les poires n'avaient aucune valeur. La compagnie, elle, faisait tout. Ce besoin viscéral d'être validé par la gang, d'exister à travers la transgression collective et de briller dans le regard des autres, voilà ce qui a motivé tout l'acte. C'est une observation marquante, même un peu effrayante, de voir à quel point le groupe peut littéralement court-circuiter notre conscience individuelle. L'objet devient complètement secondaire face à l'approbation sociale. Face à cette dissection de l'âme humaine qui date d'il y a 16 siècles, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. À notre époque ultra connectée, face à la pression du groupe, est-ce qu'on est vraiment plus libre aujourd'hui? Les dynamiques de validation, la peur du jugement et l'effet d'entraînement collectif ont-ils réellement changé? Ou portons-nous toujours au fond de nous ce même désir secret de plaire à la meute, quitte à agir de manière totalement irrationnelle? Je vous laisse là-dessus.